Ce qui est caractéristique de ces particules, c'est qu'elles vont naître dans l'écoulement, elles vont grossir, éventuellement elles vont s'agglomérer, elles peuvent aussi se briser, et on va avoir en fait une distribution de taille qui est très très large. Typiquement depuis une taille qui tend vers zéro jusqu'à, on peut aller jusqu'à une dizaine, voire le micron. Donc, ce qui représente beaucoup d'ordres de grandeur. Alors, généralement, on approche ces problèmes avec le nombre de particules par unité de volume et par unité de taille. Donc, c'est le petit nV à droite. Et si vous intégrez petit nV sur toutes les tailles possibles, vous obtenez le nombre total de particules par unité de volume. Et il y a beaucoup de procédés où en fait on cherche à connaître la distribution de taille de façon assez précise parce qu'on souhaite ne pas avoir des particules d'une certaine taille ou alors en avoir une certaine quantité pour avoir déclenché des réactions chimiques, par exemple dans le cas de la cristallisation. Donc, avoir accès à cette distribution de taille est un point qui motive beaucoup les gens qui font de la simulation en mécanique des fluides. Alors, un exemple dans le cas des flammes. Donc là, il s'agit des suies. Vous avez ici une flamme non prémélangée, dite de diffusion, qui fait donc des suies parce qu'elle est riche. Et vous pouvez voir ici différentes distributions de taille de particules de suie à différentes positions dans cette flamme, et vous voyez que la distribution change, la forme change en fonction de la position dans l'écoulement, est-ce qu'on est riche en combustible ou pas, etc. Et c'est ce qu'on essaie de prédire. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, on commence à savoir faire des brûleurs à swirl, donc c'est le type de brûleur que vous avez dans les turbines à gaz, et en particulier dans les moteurs d'avion, qui ne font plus de suie, c'est-à-dire qu'on peut arriver à trouver des régimes de combustion où, comme vous le voyez là, c'est une manip qu'on a au Coria, hein. C'est mes collègues Bouvier et Griche qui font ça, où on peut arriver à calibrer le système d'injection de gaz de façon à faire disparaître les suies. Bien sûr, on souhaite arriver à reproduire ce comportement observé expérimentalement à partir de simulations numériques. Alors, la formation de suie, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe d'un point de vue physique. Dans un premier temps, on part du gaz. Vous avez des molécules polyaromatiques qui sont formées. Si elles ne sont pas oxydées, elles vont pouvoir se coller les unes aux autres. Ça forme ce qu'on appelle un métaplaste, qui est une sorte d'élément intermédiaire entre le gaz et le solide. Et puis, tout d'un coup, boum, vous avez des structures solides qui apparaissent. Et dans ce processus, bon, je ne vais pas entrer dans les détails de la chimie, là, mais vous avez toute une partie qui est très importante, qui est la partie pH, qui est toutes ces molécules de carbone en fait, et d'hydrogène qui vont s'agglomérer. Alors, tout ça, c'est des mécanismes qui sont fournis aux gens qui font de la modélisation par les chimistes. C'est des mécanismes qui progressent en permanence. Et la première chose que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que quand on calibre une simulation à partir de ces mécanismes, il faut quand même s'occuper un petit peu de la qualité de la méthode numérique qu'on utilise derrière. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans ces modèles, donc il y en a un certain nombre qui sont malheureusement impossibles à calibrer expérimentalement. Donc à la fin, on les calibre en comparant des résultats expérimentaux avec des simulations. Et on va voir qu'il faut faire très attention à certains aspects de la partie simulation. Donc, on souhaite résoudre une équation de ce type. Donc, c'est une équation de type intégro partial différentiel avec un terme de transport dans l'espace physique classique, un terme convectif. Vous avez un terme de croissance et de décroissance de la particule dans l'espace de taille de particules, et puis un terme source qui représente la nucléation, l'agglomération qui va donner une taille donnée, ou éventuellement le fait que les particules peuvent se casser, voire s'oxyder. Donc souvent, la partie agglomération, on la représente avec une équation de type Chmosowski, et puis vous avez donc la partie nucléation ici, qui est un terme source qui est donné par les modèles physiques plutôt physico-chimique, puisque ça peut dépendre à la fois de la concentration du milieu et de la température et de la thermo autour. Et puis, bon, pour la partie agglomération, on
utilise cette formulation qui est classique hein, pour décrire l'agglomération de particules. Alors, il y a trois difficultés majeures quand on veut résoudre ces équations. La première, c'est qu'il y a toute la partie modèle physique. Donc ça, bon, on prend ce qui est disponible dans la littérature. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir, comme je disais tout à l'heure, un domaine en termes de taille qui est très très large. Donc être précis pour toutes les tailles, ce n'est pas facile. Et puis le troisième point, c'est qu'en plus de ce problème de dimension, on a quelque chose qui est fortement non linéaire. Et en particulier, le terme de croissance ou décroissance, c'est finalement un terme de convection dans l'espace des tailles. Donc, on va retrouver tous les problèmes de diffusion numérique et d'instabilité liés au phénomène convectif, sauf que là, on l'a en plus de l'avoir dans l'espace physique, on l'a dans l'espace des tailles, puisque finalement, on va avoir un maillage en 3 dimensions dans l'espace physique et vous aurez en plus, en chaque point, une discrétisation dans la direction de la taille. Alors, il existe des méthodes numériques qui font tout ça très très bien, hein, avec beaucoup de précision. Le problème, c'est que souvent, quand on regarde dans la littérature, hein, souvent ces méthodes, elles sont appliquées à des problèmes canoniques. Donc, on peut être très précis pour des problèmes 1D ou des problèmes qu'on va traiter en DNS, donc sur des domaines de calcul de toute petite taille, à très petit Reynolds. Par contre, dès qu'on veut regarder une chambre de combustion réelle ou un réacteur chimique réel, souvent on abandonne ces méthodes et on va vers des méthodes basées sur quelques moments ou des méthodes sectionnelles. Et comme on va le voir, des méthodes sectionnelles avec une discrétisation qui n'est pas suffisamment soignée peut poser des problèmes. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord développé donc, une méthode qui est une méthode hybride stochastique sectionnelle, comme on va le voir, pour résoudre proprement l'équation de la PBE en y mettant le prix, mais que ce ne soit pas quand même trop cher, une sorte un compromis. Quoi. Et en fait, on génère comme ça des bases de données qui vont être utilisées pour entraîner des réseaux de neurones à résoudre directement l'équation de la PBE, on va voir comment, et puis après, on peut l'appliquer à des chambres de combustion tridimensionnelles et faire des simulations instationnaires pour essayer de prédire la taille des suies. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va entraîner des réseaux de neurones à apprendre l'évolution au cours du temps du nombre de particules par unité de volume pour une section de taille. Donc, on intègre le petit n de tout à l'heure et on obtient le grand ni et on va apprendre en fait le membre de droite que vous avez ici qui est l'évolution au cours du temps du grand ni pour un certain nombre de problèmes représentatifs des situations qu'on pourra rencontrer dans le problème réel. Alors, pour faire ça, au lieu de résoudre directement l'évolution de petit n v étoile, on va préférer travailler avec deux grandeurs, la PDF de taille. On va voir que c'est intéressant d'introduire la PDF de taille pour des raisons numériques. À ma connaissance, ça n'avait pas été fait dans la littérature. Les gens se sont beaucoup excités sur la solution directe du petit n de v. Et en fait, au lieu de résoudre petit n, on peut résoudre nt et p. Hein, donc, on a deux équations au lieu d'une. Et on va voir que, d'un point de vue numérique, travailler avec les PDF, c'est ici intéressant. Alors, donc, on écrit l'équation de la PBE, on l'intègre dans l'équation du nombre total de particules. Et puis, la PDF de taille, donc la probabilité de rencontrer les particules d'une certaine taille, c'est tout simplement le nombre de particules par unité de volume à une taille donnée divisé par le nombre total de particules par unité de volume. Et on peut écrire l'équation pour P. Alors, on écrit l'équation pour P et on trouve cette équation qui est une équation de PDF standard. Hein, en modélisation de la combustion turbulente, on a l'habitude de traiter les équations de PDF. Ici, ce qu'on a en plus, c'est le terme de nucléation et d'agglomération. Donc, en fait, on va avoir le terme de croissance ou de décroissance des particules qui va shifter la PDF à gauche ou à droite. Donc là, dans l'exemple, c'est de la croissance. Donc, ça convecte la PDF dans l'espace des tailles. Et puis, vous avez ensuite l'effet de nucléation, d'agglomération, etc., qui va redistribuer la probabilité
en fonction des termes sources de nucléation, d'agglomération, qui sont connus à partir des modèles physiques. Et bien sûr, alors ce terme, il est en deux parties. Il y a une partie qui augmente ou qui diminue la probabilité localement, quand vous allez recevoir pour une taille donnée des particules par agglomération. Mais en même temps, bien sûr, tout ça, ça renormalise l'ensemble de la PDF de façon à ce que son intégrale reste à 1. Alors, l'intérêt d'avoir une grandeur dont l'intégrale reste à 1, c'est qu'on va pouvoir construire très, très facilement des méthodes de Monte-Carlo avec un nombre fixé de particules. Donc, il existe des méthodes de Monte-Carlo pour résoudre les équations de PBE. C'est souvent ce qu'on appelle les méthodes de Monte-Carlo directes, donc qui vont essayer de mimer vraiment la physique. Nous, ce qu'on va faire ici est plus simple. On va construire une méthode de Monte-Carlo qui a pour but de mimer l'évolution de cette équation. Donc, on prend la PDF, on la discrétise en un nombre donné de particules de Monte-Carlo, donc de particules ce qu'on va appeler stochastiques, et il faut qu'on fasse évoluer ces particules pour représenter l'évolution de la PDF. Donc pour la partie croissance, c'est trivial. C'est là l'avantage de la méthode, c'est que le terme qui est fortement non linéaire devient linéaire. Donc on intègre simplement dvk dt égale g de vk. Et puis pour la partie agglomération, là on va jouer avec des tirages aléatoires. Donc, on obtient le bilan, c'est le terme A.V étoile, là. On va transformer ce A point en un nombre de particules à tirer aléatoirement. Et donc, on va tirer aléatoirement un certain nombre de particules pour représenter la partie négative de ce terme. Et puis, ensuite, on va redistribuer la partie positive donc on va construire un ensemble R des particules qui doivent changer. Puis ensuite, on va redistribuer ces particules. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rapide à faire. On ne va pas s'occuper ici du terme convectif, puisqu'on va faire en fait un entraînement dans des milieux homogènes, et ensuite la partie convective, elle, sera faite par le logiciel de mécanique des fluides, et le réseau de neurones lui donnera le membre de droite à ce logiciel. Donc ça deviendra un terme source. Alors, un exemple de ces évolutions donc dans un milieu homogène, hein, vous avez ici les particules qui gigotent avec la taille qui grandit. Donc on a les différentes étapes. On a aussi introduit, comme le nombre de particules ne peut pas être infini, on a un résiduel, on a une erreur. Et en fait, cette erreur, on l'accumule et elle, on la transporte avec une méthode sectionnelle. Et puis, quand ça devient assez grand pour être transformé en particules, on le transforme en particules, ce qui permet d'être totalement conservatif, même avec un nombre de particules de l'ordre de 1000, comme c'est le cas ici. Alors, vous avez un exemple de ce qui est en fait important dans cette histoire. Ici, on s'amuse à faire grossir des particules, mais uniquement les faire grossir. Donc, si vous faites ça avec une méthode sectionnelle, vous obtenez, avec une méthode sectionnelle 2 points, vous obtenez la courbe rouge, et avec une méthode sectionnelle 3 points, donc qui est un peu plus précise sur cet aspect convectif, vous obtenez la courbe bleue. Et la solution du problème, c'est le transport d'un Dirac. Donc, on voit en fait que les méthodes sectionnelles usuelles, celles que vous allez trouver dans la plupart des logiciels de mécanique des fluides, en fait, elles sont très diffusives, puisque au lieu d'avoir un Dirac, vous vous retrouvez à l'arrivée avec une distribution qui est quand même pas mal diffusée en taille. Donc, quand vous allez calibrer un modèle à partir de ce type de distribution, il est évident que ça sera pas terrible. Par contre, la méthode hybride, elle, donne bien, hein, c'est la courbe noire, vous avez un pic qui se déplace tranquillement. Alors, on s'est amusé à comparer tout ça avec toutes sortes de solutions analytiques, à la fois pour la croissance, pour l'agglomération, etc. Tous les détails sont dans le papier, là, Chemical Engineering Science, si ça vous intéresse. Et en fait, on arrive à un niveau de précision qui est supérieur aux méthodes sectionnelles pour un coût CPU plus faible. Bien sûr, si vous prenez une méthode sectionnelle et vous mettez beaucoup de sections, hein, vous arriverez à avoir un niveau de précision très bon. L'avantage, c'est qu'on peut diminuer le coût CPU. Alors, une fois qu'on dispose de cette approche, en fait, on va construire des bases de données, et ces bases de données vont servir à entraîner des réseaux de neurones. Donc, la partie thermophysique
du problème, on va la traiter avec un réseau de neurones de type ANN. Donc, les entrées, ça va être toutes les propriétés physiques qui contrôlent la nucléation, la croissance, l'agglomération, etc. Par contre, la partie distribution de taille, elle, on va la voir comme une image 1D et on va la traiter avec une approche de type convolution, donc de type CNN, puisque bon, ces méthodes-là sont bien connues pour être beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de prédire des distributions. Et on va combiner en fait ces deux réseaux et on va aussi les augmenter avec du LSTM, c'est-à-dire une mémoire temporelle sur 5 itérations pour prendre en compte bien sûr l'historique de l'évolution de la PSD. Donc, d'un point de vue pratique, on fait rentrer les variables thermochimiques et le pas de temps, puisque en fait, on se donne la possibilité de sortir directement la distribution AT plus delta T pour un range donné de delta T. Donc, ça va rentrer dans le réseau de neurones. Et puis, le CNN, lui, voit la distribution. Les deux sont concaténés, et puis on sort directement la distribution AT plus delta T. Alors là, au niveau du couplage avec la mécaflux, on a deux options. Dans le cas des logiciels compressibles, généralement, on n'utilise pas les méthodes de pas fractionnaire. On résout directement au membre de droite des équations de Navier-Stokes. Donc là, on a des termes sources. Il n'y a pas d'autre solution. Donc on va faire la différence entre NAT plus delta T, NAT divisé par delta T. Et on a le terme source qu'on va mettre dans l'équation. Dans le cas des codes BAMAC, puisqu'on a implanté ça dans plusieurs codes, dans le cas d'un code BAMAC, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va faire du pas fractionnaire. Donc on va résoudre d'abord la convection, éventuellement la diffusion. Et ensuite, pour avoir la distribution à l'instant t plus delta t, on va prendre la valeur intermédiaire après convection-diffusion obtenue par le logiciel de CFD. Et c'est celle-là qu'on va rentrer et on va directement lire la solution finale à t plus delta t. Donc là, on n'aura pas besoin de construire de termes sources pour la partie PSD. Alors, on a commencé par tester ça dans une flamme 1D, qui est un cas-test standard de la littérature. Donc, c'est vraiment le cas-test de base pour les gens qui s'intéressent au SUI. Donc, on a une chimie qui est détaillée avec 101 espèces et 544 réactions élémentaires. On a une modélisation de la nucléation qui est assez basique, mais bon, on sait ce qu'on peut attendre de ce type de modélisation. Et puis pour la partie surface, accroissement de la surface, on utilise des choses standards de type AK développées par Ewang à Stanford. Donc pour résumer, donc on a ici en fait extrait sur la partie chimique les paramètres essentiels. Donc on a la partie sur l'oxydation de l'hydrocarbure, qui sont les trois premiers. Là, et puis après, vous avez une partie précurseur, C2H2 pour les SUI, et puis la température. Tout ça, ça va rentrer dans le réseau ANN. On va garder en mémoire les 5 temps d'avant. On fait pareil pour la distribution de l'autre côté. Ça rentre dans le CNN. Et tout ça, à l'arrivée, sort sur 60 neurones qui sont concaténés. On passe à 101, on diminue à 60 et on sort avec 10, puisqu'on a 10 variables à l'arrivée. Et on va donc comme ça connaître la distribution à la sortie. Donc en fait, on a à l'intérieur, si on rentre un peu dans les détails, on a 15 couches de convolution avec un dropout rate de 10%. Alors ça, bon, les gens qui jouent un peu avec les réseaux de neurones, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. On essaye différentes combinaisons et puis on s'arrête quand on en a une qui est la moins mauvaise possible. Et pour ce qui est des sorties, donc on a c'est des couches denses avec des fonctions d'activation qui sont non linéaires. Alors, l'avantage aussi de cette méthode, c'est qu'on peut entraîner avec beaucoup plus de sections que celles qu'on va utiliser dans le code. Et donc, ça permet, typiquement, là, on va pouvoir entraîner avec 30 sections, reconstruites à partir des PDF. Et par contre, dans le logiciel de CFD, on va n'en utiliser que 10. Mais les termes sources de ces 10 sections connaîtront la physique des 30 sections, puisque le réseau de neurones, lui, il a vu les 30 sections quand il a appris,
Mais après, bon, on lui donne des infos sur 10, il ressort des infos sur 10. Donc là, je vous rappelle que finalement, le réseau, lui, il a appris le membre de droite du bilan du nombre de particules dans une section donnée, bilan qu'on a construit à partir des particules stochastiques. Alors voilà les résultats. Alors bien sûr, on ne fait pas mieux que, que les méthodes existantes. L'objectif, c'est de faire au moins aussi bien, mais d'aller beaucoup plus vite. Et en particulier, d'être capable de diminuer le nombre de sections. Donc vous avez ici, à différentes positions, dans la flamme 1D, le cas-test standard. En bleu, c'est la solution qui a servi en fait à entraîner sur 30 sections. En rouge, vous avez la projection sur 10 sections pour faire une comparaison avec une réduction à 10 sections. Et puis en noir, la prédiction à 30 sections et en rouge, la prédiction à 10 sections. Donc la première chose qu'on voit, c'est que on peut obtenir le même résultat avec 10 sections et un réseau de neurones bien entraîné, des réseaux de neurones bien entraînés. Et en gris, vous avez une solution de Monte-Carlo de référence. C'est-à-dire que c'est un code développé par Marcus Kraft à Cambridge. Là, on utilise une solution de Monte-Carlo qui est directe, c'est-à-dire qui est basée sur… on mime la physique véritablement de toutes les particules. Et on voit que bon, on arrive à retrouver, pour un coût CPU comparé à la méthode de Monte-Carlo directe, là, qui est sans commune mesure. Alors, un petit point, je vous donnerai tout à l'heure les ordres de grandeur sur les temps CPU. Je voudrais passer 2 minutes là sur la comparaison avec des mesures. En fait, c'est extrêmement difficile quand on travaille sur les suies, parce que dans tous les modèles, on suppose en fait que ce sont des sphères. En fait, les particules de suie, ce n'est pas des sphères. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la plupart des mesures sont faites par des techniques de SMPS qui consistent à mesurer ce qu'on appelle le diamètre de mobilité. Donc typiquement, vous faites passer le gaz devant une plaque électrique et vous regardez ce qui se colle sur la plaque. Et donc, ce qu'on va retrouver, c'est le diamètre de mobilité qui n'est pas vraiment égal à la taille de la suie. Donc, on s'est amusé à regarder qu'est-ce qui se passait si on essayait de relier ces paramètres un petit peu plus précisément que c'est fait usuellement à ce que nous, on a comme diamètre dans nos simulations et voir un peu quel était l'impact sur les distributions. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est utiliser des fermetures semi-empiriques pour obtenir le diamètre équivalent d'une sphère à partir d'un diamètre de mobilité. Et puis, après, ça permet d'améliorer les termes sources de collision. Et on peut estimer le diamètre de collision à partir du diamètre de gyration. Et le diamètre de gyration, on peut postuler une loi fractale, c'est ce qui est fait généralement dans la littérature, pour relier tous ces éléments au nombre de particules primaires pour la partie nucléation. Alors bien sûr, là-dedans, il y a un paramètre qui est important, c'est le taille des supposées premières particules qui apparaissent. Alors là, on a en France des spécialistes de ça à Lille, en particulier Pascal Desgroux au laboratoire PC2A, donc, qui récemment ont fourni des informations expérimentales très précieuses sur la dynamique et la taille de ces sphérules primaires. Et vous voyez, quand on prend en fait les mesures et qu'on les post-process à la lumière de ces différentes lois, on s'aperçoit qu'en fait, on peut faire bouger la distribution. Alors, on peut plus ou moins le faire coller sur les solutions numériques. Bon, je ne vais pas entrer plus dans les détails, là, faute de temps, mais donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'exciter trop à essayer de faire coller un modèle physique sur une distribution en la prenant comme ça, brute de fonderie. Il faut se poser la question quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de comparer des oranges avec des patates et regarder un peu ce qui se cache derrière pour éventuellement, en fait, plutôt que de faire une comparaison systématique, faire varier ces paramètres et puis voir qu'on est à peu près, avoir des barres d'erreur, et qu'on est à peu près dans la barre d'erreur. Donc, ce qui est le cas ici, on voit qu'on reproduit de façon tout à fait raisonnable la distribution quand on fait varier ces paramètres. Alors, au niveau du temps CPU, on a un facteur, un gain pour dissection par rapport à une méthode sectionnelle qui est 6, donc c'est-à-dire qu'on va 6 fois plus vite.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on s'amuse à augmenter le nombre de sections, en fait, les méthodes sectionnelles, quand on résout l'équation de Chmolušovský, ça veut dire tester toutes les sections les unes par rapport aux autres, et ça prend beaucoup de temps. Et donc, le temps augmente hein, avec le nombre de sections. Par contre, avec le réseau ANN-CNN, bah, lui, il s'en moque. Hein. Il a juste été entraîné avec plus de sections, vous lui donnez plus de sections. Bon, ça va coûter un petit peu plus cher dans le code CFD. Mais par contre, vous n'aurez pas toutes ces interactions. Elles sont juste dans le réseau, comme elles sont dans le réseau pour 20, 40, 60 ou 80 ou 100 sections. Donc, le coût CPU, comparé à celui de la méthode sectionnelle, il est quasiment plat. Donc, ça, c'est un des avantages aussi. C'est qu'avec ce type d'approche, on peut monter en nombre de sections. A priori, ça ne coûte pas vraiment plus cher. Alors, tout ça, c'est fait avec TensorFlow et Keras hein, pour toute la partie réseau de neurones. Alors, une fois qu'on a fait le test sur le cas canonique 1D, on s'est lancé et on a simulé une chambre de combustion de l'ONERA où il y a des mesures de SUI. Donc, c'est une chambre qui est représentative, c'est un banc expérimental à l'ONERA hein, qui est représentatif de ce que vous avez dans une chambre de combustion aéronautique. Là, on a des cycles décollage et atterrissage. Alors, cette fois-ci, la chimie va être un petit peu plus compliquée parce qu'on attaque le kérosène. Donc là, on est parti avec des techniques récentes développées à Stanford par He Wang pour représenter la chimie du kérosène à partir d'une étape de pyrolyse et puis derrière des hydrocarbures classiques plutôt que d'utiliser des surrogates. Donc, on a développé un package qui permet de gérer toute cette chimie et de la réduire pour un cas particulier, pour des points de fonctionnement donnés. Donc, on arrive, partant de plusieurs centaines d'espèces, à réduire le nombre de degrés de liberté à 32, plus 8 en état quasi stationnaire, et on va avoir 10 sections qu'on va transporter. Alors, se pose la question maintenant de l'entraînement, parce que là, on ne peut pas faire d'abord la simulation et puis derrière répliquer la même simulation. Ce qui finalement c'est intéressant, mais c'est limité quand même. Ça veut dire qu'en gros, vous refaites la même chose, vous demandez au réseau de refaire ce qu'il a appris. Là, on ne peut pas faire la simulation en 3D, et donc il faut trouver un moyen d'entraîner le réseau. Alors, ce qu'on a fait pour ça, on a développé des méthodes stochastiques qui permettent de couvrir tout le domaine de concentration de façon systématique. Donc ça se couple très très bien avec justement les méthodes de Monte-Carlo utilisées pour résoudre la PDE. Donc on a un ensemble de particules stochastiques qui sont typiquement, c'est une particule qui va contenir le vecteur concentration et la température. Et on va faire balayer tout l'espace décomposition. Donc c'est un hyperespace hein, de dimension 31 là. Donc là, vous avez une projection dans un espace température, fraction de mélange ou richesse. Donc à droite, vous avez beaucoup de combustible, à gauche, pas beaucoup. On va balayer toutes les possibilités de façon systématique. Et chacune de ces particules va contenir la solution de l'équation de PBE. Hein, puisqu'on est à des échelles beaucoup plus petites que celles de la mécanique des fluides, hein, pour les suies. Et donc, on va résoudre d'un côté donc, les évolutions de concentration pour ces particules avec un modèle de micromélange qui est basé sur l'approche Euclidean Minimum Spanning Tree développée par Steve Pope. Dedans, on va avoir la chimie. Et puis, à côté de ça, on va résoudre notre équation de PDF. Et donc, à l'intérieur de chaque particule stochastique qui représente quelque part une particule fluide, on aura une distribution de SUI qui va être résolue. Et ces particules stochastiques vont interagir au niveau du micromélange turbulent. Et les SUI, elles, vont évoluer à l'intérieur de ces particules en suivant l'équation de PBE. Donc, elles vont nucléer, s'agglomérer, s'oxyder, etc. Et on fait tourner ce modèle-là, qui ne prend pas tant de temps que ça, puisque c'est du 0D quelque part, hein, jusqu'à ce qu'on ait balayé tout l'espace possible. Éventuellement, on peut mettre des pertes thermiques. Dans le cas de la chambre de combustion, là, on a une injection d'air secondaire, donc on peut étager l'air, c'est-à-dire que vous pouvez à un instant donné de votre simulation dire bon, c'est à ce moment-là que les particules fluides vont avoir un ajout d'air, donc vous pouvez l'ajouter. Et donc comme ça, vous avez une sorte de représentation de l'historique du système qui permet d'entraîner le réseau de neurones. Donc on entraîne le réseau de neurones là-dessus. Et puis, bon, voilà, en fait, on fait ça en même temps qu'on réduit la chimie. Donc là, je vais peut-être passer assez vite là-dessus, mais pour réduire la chimie, on fait du PCA,
d'analyse de graphes, du QSS, d'algorithme génétique, et puis éventuellement, on peut aussi faire la chimie avec le machine learning. Donc, à l'arrivée, on a une chimie réduite et puis les suivis qui sont dedans. Voilà. Alors, si on compare l'évolution de la chimie réduite par rapport à la chimie détaillée, bon, c'est plutôt très bon. Bien sûr, sur le précurseur, on n'est pas parfait, hein, puisqu'il faut vraiment mettre beaucoup de degrés de liberté au niveau de la description de la chimie pour arriver à être parfait par rapport à la chimie détaillée, hein, sur le pyrène. Par contre, bon, si on compare par rapport aux autres schémas réduits, c'est plutôt pas mal, et on va voir que c'est suffisant pour avoir une première approche. Je vois, j'ai bientôt fini. Donc, vous avez ici la simulation de cette chambre de combustion. Alors, il y a un carré noir, là, parce que la géométrie est confidentielle. Donc, vous voyez ici l'évolution dans une simulation 3D, dans un plan, hein, de la flamme, donc la production de CO2. Bon, et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des suies. Donc, on peut, à partir maintenant de ces simulations, décider de regarder une taille donnée de suie. Donc ça, c'est ce qui intéresse beaucoup Safran, hein, d'être capable d'aller, quand ils font le design, de regarder ce qui se passe pour une taille donnée de particules. Et quand on fait la comparaison avec l'expérience, ce n'est pas trop mauvais, hein. Alors, on a peut-être eu beaucoup de chance pour ce point de fonctionnement, mais on est à peu près dans les clous. Voilà. Alors, je voudrais insister sur le fait que on peut prédire les suies avec d'autres méthodes en 3D stationnaire, hein. Par contre, ici, on a beaucoup de physique qui est derrière et on a une description qui est fine, hein, de la distribution. Ce qu'on ne peut pas faire, sauf avoir des coûts CPU qui sont énormes. Ici, le surcoût lié à la résolution de l'équation de PBE est de 1,5 in fine. C'est-à-dire que si vous faites la simulation en une journée pour faire la chambre de combustion avec la chambre de combustion avec l'écoulement réactif, ça vous coûtera une journée et demie pour avoir la même avec en plus les suites. Voilà, donc écoutez, c'est un exemple de couplage du machine learning avec des modèles physiques. Donc en ce moment, on s'amuse beaucoup à faire ça dans l'équipe, en particulier maintenant aussi avec nos collègues expérimentateurs, c'est-à-dire vous avez plein de techniques de mesure comme le Raman ou le relais qui sont basées sur d'analyse de spectres, des choses comme ça, qui prennent beaucoup de temps. Et on a fait ça aussi avec Barlow de Sandia Livermore. On peut arriver en fait à des techniques qui vont vous prendre une journée pour faire du post-processing. Une fois que vous avez entraîné des réseaux de neurones à faire le post-processing, c'est instantané. Donc ça permet à terme peut-être d'envisager de faire du contrôle en temps réel à partir de techniques expérimentales de haut niveau. Et sinon, d'un point de vue de la simulation, je voudrais juste mentionner qu'on a aussi fait ça pour réduire et préintégrer directement la chimie détaillée. Donc, dans ce cas-là, en fait, on n'a plus du tout de cinétique chimique dans le code. C'est directement le réseau de neurones qui traite la partie chimie. Il a été entraîné quand on lui donne un vecteur de concentration et une température à un instant T, il donne celle à l'instant T plus delta T directement. Donc là, ça permet de réduire considérablement le temps CPU. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.